coup, tout de suite, on va parler de la crise de 2008 et les conséquences. En fait, l'idée, c'est de comprendre pourquoi elle a eu lieu. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette crise et qu'est-ce qui a été fait d'un point de vue réglementaire derrière pour éviter que ça arrive encore. Alors, pour revenir à notre mouton, donc l'idée c'est de parler de la crise de 2008, comprendre pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu et quelles ont été les conséquences d'un point de vue réglementaire. Tant qu'on puisse avoir une image, qu'on puisse vous diffuser la présentation, j'ai juste un petit disclaimer de début, avec un premier point que c'est une présentation que je veux le plus grand public possible. Donc je vais être technique, mais vraiment juste ce qu'il faut. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment des produits. Si vous êtes curieux, du coup, il y a plein de choses sur Internet. Vous pouvez poser des questions. À ce moment-là, je pourrais vous orienter là où il faudra. Voilà. On a juste une heure devant nous. Donc il y a des points que j'aurais oubliés, certains volontairement, d'autres involontairement. Si c'est fait exprès, je dirais oui, c'était fait exprès, et si c'est pas fait exprès, je dirais oui, je le savais, c'est fait exprès. Voilà, en fait, je suis pas tout à fait un professionnel de ces sujets-là. C'est des sujets que j'ai croisés durant ma carrière professionnelle, mais voilà, donc il y a forcément des oublis à un moment, et je vous présente mes excuses d'avance pour ce point-là. Si vous êtes vraiment des costauds, si vous avez vraiment envie de jouer au dur, à ce moment-là, vous pouvez aller lire par exemple un truc qui s'appelle le CRD4 ou le CRR, qui sont des textes de loi qui sont bien, qui résument en fait notamment ce qui a été fait sur la partie indicateurs en fait, indicateurs qui sont à produire depuis. Vous pouvez aller aussi sur le site de l'EBA, l'European Banking Authority, où il y avait plein de textes là-dessus et vous en avez pour quelques années pour tout digérer parce que c'est quand même des trucs qui sont super balèzes. Voilà. Okay. Alors juste sur la présentation en termes de plan, je vais vous expliquer comment ça se passe le crédit, pour comprendre la crise de 2008, je vais vous expliquer comment ça se passe le crédit immobilier en France et les différences qu'on peut avoir avec les États-Unis. Voilà, et pour expliquer du coup pourquoi ça a pété en 2008. Et dans un deuxième temps, comme je vous disais, je vais vous expliquer les impacts réglementaires en précisant, en faisant un zoom sur ce qu'on appelle le MSU, qui est le mécanisme de surveillance unique, qui est un système au niveau européen. Après, on va parler brièvement de BAL 3. Qui a des impacts notamment sur les indicateurs qui sont à utiliser tant d'un point de vue managériel que d'un point de vue reporting. Et je ferai un dernier zoom sur la partie BCBS 239 qui travaille de qualité de la donnée, qui porte sur la qualité de la donnée. Je ne sais pas si tu en attendant que ça soit clair, oui. Si tu en parles, c'est qui a été le plus touché, quel pays Alors là-dessus, je ne saurais pas te dire qui a le plus mangé, parce qu'en plus, il y a plusieurs types de conséquences. Il y a vraiment, j'ai pas beaucoup plus étudié que ça la partie conséquences. Aux États-Unis, l'État a pris super cher parce qu'il y a eu des énormes recapitalisations. AIG, je vais en parler, mais AIG et Fannie et Mac, ça a coûté plusieurs centaines de milliards. Au Royaume-Uni, ça a coûté aussi le renflouement de RBS, ça a coûté plus de 100 milliards aussi de mémoire. Je ne saurais pas te dire, surtout il y a deux aspects. Il y a l'aspect budgétaire. Effectivement, là-dessus, suite à la crise de 2008, on a eu quand même des déficits des États qui ont vraiment explosé. Là-dessus, c'est très très clair. Mais après, d'un point de vue économie locale, il y a eu des impacts différents. En fait, typiquement, en France, socialement parlant, ça s'est moins senti qu'ailleurs du fait de notre couverture sociale, la protection chômage. Là-dessus. Donc ça a été amorti par ces choses-là. Aux États-Unis, je pense que la classe moyenne a dû souffrir un peu plus dur que ça. Voilà, et donc là, ils n'avaient plus d'emploi, ils n'avaient plus de maison, ils n'avaient plus rien. Donc ça a été, je pense que socialement parlant, ça a été peut-être un peu plus violent de ce côté-là. Sachant que après, la reprise économique a été plus rapide et plus forte aux États-Unis et c'était beaucoup plus lent chez nous. Donc voilà, chez nous, il y a les amortisseurs en fait du fait du poids de l'État, du fait de la protection sociale sous ces différents aspects. Il y a les amortisseurs, ce qui fait que ça cogne moins fort chez nous, mais ça repart aussi moins fort. Et justement, dans le sens aussi de pourquoi donc est-ce qu'on nous parle de ça, tout en parlant abondamment hier soir du thème, justement en fait comprendre ces mécanismes-là, où tout le monde éventuellement peut dire moi ça va, franchement à la limite mon banquier ça me regarde, moi justement ça permet
justement en termes de protection, quand on organise sa vie, les protections qu'on choisit, etc. La manière dont on achète un bien peut impacter complètement, et il y a des manières plus malignes que d'autres. Et là-dessus, alors après, là-dessus, je vais revenir du coup sur la décision de crédit. C'est des choses que je vais présenter. Pour gagner un peu de temps, en fait, j'ai commencé à expliquer comment ça se passe un crédit immobilier en France, avec deux étapes. La première qui est la décision de prêter de l'argent. Comment se passe cette décision en France, et qu'est-ce que fait la banque une fois qu'elle a prêté l'argent. En fait, au moment de prêter l'argent en France, la banque elle va regarder trois grosses choses, mais parmi tant d'autres. La première chose qu'elle va regarder, c'est quels sont tes revenus. Le principe derrière étant que tu peux en théorie ne rembourser que jusqu'à un tiers de tes revenus, jusqu'à 30%. Ça peut être moins. Il y a ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire que si tu gagnes le SMIC ou si tu gagnes moins que le SMIC, ils vont te prêter moins que 30%, parce qu'il faut qu'à la fin de ton mois, une fois que tu as payé ton crédit, il faut que tu puisses continuer à manger toi, tes enfants, avoir du chauffage. Donc c'est ça. Sur des revenus qui sont plus élevés, ça peut monter à 40%, voire plus. Mais voilà, il faut que les revenus soient plus élevés. Et dans le calcul, ils prennent en compte les aides. C'est tous les revenus, donc si tu as des aides sociales, si tu as des allocations familiales, ce genre de choses-là, ça rentre dedans. C'est l'ensemble de tes revenus qui sont pris en compte. Modulo, c'est si tu viens changer de boulot. Si tu viens changer de boulot, à ce moment-là, eh bien, ils vont pas te prêter pendant que tu es en période d'essai. Et la partie bonus, la partie variable, ne sera pas prise en compte la première année. Ils attendent de voir. Deuxième chose qu'ils vont regarder, c'est ton historique de vie de compte. C'est tout simplement, est-ce que tu es bon payeur ou pas. Si tu es régulièrement en découvert, si régulièrement tu dépasses les découverts, on va te prêter un peu plus cher, voire on va pas te prêter. L'idée pour la banque, en fait, quand elle prête des sous, c'est de pouvoir les récupérer derrière. C'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, par exemple, en Italie, ce qu'on appelle les mauvaises créances, les non-performing loans, NPL pour les intimes, c'est quelque chose comme 300 milliards d'euros. C'est 300 milliards d'euros, et le système bancaire italien aujourd'hui n'est pas très bien. Ça fait plusieurs années, mais ils sont vraiment pas bien. Ils ont besoin de se faire capitaliser à hauteur de dizaines de milliards d'euros, et personne ne veut leur prêter, parce qu'ils ont prêté à des gens qui ne peuvent pas rembourser derrière. Donc il y a cet aspect-là. Troisième chose que la banque va regarder, ça va être l'apport en capital. En disant, je vais pouvoir apporter entre 0 et 90% de la valeur du bien. Suivant l'apport en capital que tu vas faire, en fait, là-dessus, les grilles vont évoluer. On va te prêter plus ou moins. On va te prêter à des taux plus ou moins élevés. C'est le petit cochon dans la présentation maintenant que ça affiche à l'écran. Voilà, et l'apport en capital. Sous certaines conditions, notamment en fonction de l'âge, si c'est un premier achat et en fonction de l'âge, les banques peuvent prêter 100% voire au-delà de la valeur du bien. Et typiquement là-dessus, ils peuvent te payer un morceau des frais d'agence et un morceau des frais de notaire si tu n'as vraiment pas capital de base. Donc ça, c'est des gros critères qui sont assez classiques. Là-dessus, ils vont prendre plusieurs autres. Du genre ton âge, le type de métier que tu as, c'est plusieurs dizaines de critères qui sont pris en compte, et que je pourrais pas vous donner ici parce que du coup c'est des choses qui sont extrêmement secrètes, c'est des modélisations derrière qui sont un petit peu pointues. Donc là-dessus, mais voilà, parce qu'il faut vous dire qu'il y a plein de critères qui sont pris en compte, et après ça passe dans Zoominate, un outil de scoring. L'outil de scoring il va dire on peut lui prêter, on peut pas lui prêter. Point. Et là-dessus, en France, quand tu parlais de sécurité tout à l'heure, on va prêter plutôt en France à taux fixe. Plutôt à taux fixe. Plus rarement à taux variable, et sachant qu'à taux variable, en fait, on va fixer, pareil pour vous la péter après pour les cocktails, on va fixer soit un cap, soit un floor. Le cap, c'est une limite maximum. En disant aujourd'hui vous empruntez un taux variable, ce taux variable à 1,2%, vous fixez un cap à 3%, c'est-à-dire que quoi qu'il advienne, votre taux d'emprunt ne pourra pas passer les 3%. Et on va fixer un floor en disant ok, aujourd'hui vous empruntez 1%, mais il ne pourra pas descendre en dessous de 0,5%, quoi qu'il advienne. Voilà, la banque se protège quand c'est bas et elle vous protège quand c'est haut. Ça se passe plutôt comme ça chez nous. Les fameux prêts toxiques qu'il y a eu pour les collectivités locales, il n'y avait pas de cap. Donc vous avez des mecs qui sont empruntés à taux variable
où le banquier leur disait non mais vous payez pas les 3 premières années, vous payez pas. Le mec disait bah, c'est bon, j'ai des élections en 3 ans, ça va rien coûter. Après moi les mouches, mon successeur il se démerdera avec. Ça s'est passé comme ça, hein. Ou au pire ils comprenaient pas, ils ont signé sans rien comprendre. Et ils faisaient il y avait des conditions de crédit, c'était l'évolution du franc suisse par rapport à l'euro, par rapport au sens des marées. Je caricature un petit peu, et là-dessus, tu as les taux d'intérêt qui sont passés 15, 18, 20%, voire un petit peu au-dessus. Voilà, il n'y avait pas, il y avait pas, il y avait pas de cap, il n'y avait pas de barrière. Donc sur le crédit au particulier, du coup, chez nous, c'est quand même pas mal bordé. Donc ça, c'est la partie gauche. Ça, c'est la partie gauche de votre écran. Si vous n'allez pas sur la partie droite, c'est chose qui est très importante, c'est que bah, chez nous, en fait, une fois que la banque elle a prêté l'argent, bah, ça reste dans ses comptes. C'est dans le bilan, dans la boîte en haut à gauche, bilan, le prêt que je vous ai mis en rouge. C'est voilà, cette partie-là, quoi qu'il advienne, en fait, jusqu'à ce que vous ayez fini de rembourser, soit en arrivant à la séance de votre crédit, soit en ayant remboursé par avance, la banque garde ça dans ses comptes. Voilà, donc c'est vraiment un point important. Donc au final, en fait, en France, vous avez un système où c'est quand même plutôt bien bordé. Malheureusement, bah du coup, tout le monde ne peut pas acheter sa résidence principale, c'est quand même pas mal bordé du coup, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez carré. Aux États-Unis, c'est un peu plus complexe. Les mécanismes sont différents sur la partie prêt pour que la banque vous prête de l'argent, et sur ce qui se passe une fois que la banque vous a prêté de l'argent, là on rentre dans des mécanismes qui sont un peu plus poilus, pour dire. En fait, là-dessus, je vais vous décrire le process en 3 étapes. Une première partie sur la décision de prêter de l'argent, une deuxième partie qui va être la titrisation des prêts, et qui est chose qui n'a pas lieu chez nous, et puis après je vais vous expliquer comment ça a fait pour péter, le fameux showtime. La décision de prêter de l'argent, en fait, aux États-Unis, ils vont regarder 2 choses. La première, c'est la partie historique de crédit. L'historique de crédit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La légende raconte que des parents prennent des cartes de crédit à leurs enfants dès le plus bas âge et font des opérations régulièrement, de façon à ce qu'ils aient un track record, une histoire de crédit qui soit bonne, qui soit vieille, de façon à ce que ce soit plus facile pour eux de vivre derrière. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Si vous avez des incidents de paiement, là-dessus ils vont être quand même plus durs que chez nous. Soit ils prêteront pas, soit ils vont faire des emprunts. Mais à ce moment-là, ça sera pas, vous serez plusieurs points de pourcentage là au-dessus. Voilà, pour caricaturer, le kidam moyen il va emprunter à 2%, on va vous prêter plutôt à du 5-6%. Une différence justement sur l'emploi, les conditions d'emploi, Oui. où aux États-Unis, tu es beaucoup moins sûr d'avoir du boulot. Nous, on a les CDD, les CDI. Tu as un CDI, tu as un crédit, tu as un CDD, tu n'as pas de crédit, c'est clair. C'est simple. Alors qu'il y a des variables et qu'aux États-Unis, ils ne peuvent pas se permettre de faire CDI, tu as un crédit et le reste non, parce qu'ils travaillent par petits bouts souvent. Mais après, du coup, c'est pour ça qu'ils vont regarder un deuxième truc que je vous ai mis en rouge qui s'appelle les assets. En fait, ce que les gens vont regarder, ils vont pas regarder que les revenus. Ils vont regarder les revenus au global que tu as, ils vont regarder si tu as une voiture, si tu as une belle voiture, si tu as déjà une belle maison, si tu as des contrats d'assurance vie, ils vont regarder en fait l'ensemble des biens que tu possèdes. Et ils vont pas te prêter en fonction de tes revenus, mais en fonction de l'ensemble des biens que tu possèdes. Et là, du coup, c'est une première fissure dans l'édifice, entre guillemets, parce que si tu as des actions, c'est bien, mais ces actions, si elles se cassent la gueule, du coup, tu es moins bien pour rembourser ton crédit. Parce que tu as moins d'assets, tu as moins d'argent. Si tu as une voiture de collection, c'est très bien. Imagine, tu as un accident, tu la plantes, ta voiture de collection, elle vaut plus rien. Tu as déjà une maison quelque part, il y a une fuite dans le toit, ta maison, elle vaut plus grand chose. Voilà. Donc il y a une fragilité de ce côté-là en fait. Donc on regarde l'ensemble de l'ensemble de la valeur des biens que tu as, et on te prête en fonction de ça, et pas seulement en fonction de tes revenus. Donc voilà, c'est un premier biais, qui est là, et ce qui fait qu'aussi c'est plus facile que chez nous d'emprunter. Parce que typiquement tu peux valoriser tes collections de Figma, j'ai caricaturé, mais c'est quelque chose que tu peux valoriser au moment que tu fais ton emprunt. En disant voilà, attention. C'est horrible à imaginer, tu es obligé de donner à la banque tes figurines, c'est pas possible. Bah ouais, mais tu peux leur dire ouais, ok, je gagne que 1500 €, mais à côté de ça, j'ai 100 000 € en Figma. C'est un héritage que j'ai fait d'un cousin lointain. Et là-dessus, ton banquier va faire ça change la vie. Et
et il va te prêter beaucoup plus facilement. Sauf que le problème, c'est que derrière, tu gagnes toujours que 1500 € par mois. Voilà, ça c'est un premier truc. Le deuxième biais qu'on va avoir, en fait, c'est que chez eux, les taux d'intérêt sont beaucoup plus facilement variables. Ce qui fait, voilà, avec des caps et des floors qui seront pas les mêmes que chez nous, en fait, avec des taux planchers, des taux maximum qui seront pas les mêmes. Et pareil là-dessus, tu as un taux pour ton particulier, bah, tu peux avoir un taux d'emprunt qui a 1,5%, et ça va très bien, et puis c'est la crise, et la banque se protège, et elle te met un taux à 6%, et là tu peux plus rien rembourser. Ou si tu rembourses, tu vas rembourser que le crédit, tu vas pas rembourser de capital, et ça fait un effet boule de neige, et t'es pas très bien. Voilà, donc là c'est la partie des décisions de prêter de l'argent. Ça, avec une première fragilité. Deuxième chose qui est importante, en fait, c'est sur la partie prêt. Qu'est-ce que la banque va faire une fois qu'elle a fait votre prêt? En fait, aux États-Unis, la banque ne garde pas les prêts dans ses comptes. Elle va les titriser. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre l'ensemble de son portefeuille de prêts et elle va faire ce qu'elle va créer des véhicules spéciaux, des special purpose vehicles, dans lesquels en fait elle va placer ses prêts qu'après elle va revendre sur le marché. Donc elle ne garde pas chez elle, elle va dire bah, ok, j'ai 1 milliard de prêts, j'ai une tranche d'1 milliard de prêts, bah, je vais les vendre sur le marché. L'intérêt pour elle, c'est que du coup, les risques sont plus chez elle. Oui, parce que les crédits, si les gens ne remboursent pas, c'est plus chez elle, c'est quelqu'un qui l'a vendu. L'inconvénient, c'est que du coup, ça lui rapporte moins. Ça rapporte moins parce que du coup, les taux d'intérêt, elle ne va pas les toucher autant que s'ils les avaient gardés chez elle. L'intérêt pour les acheteurs, c'est à cette époque-là, tout ce qui va être investisseur institutionnel, c'est-à-dire par exemple les assureurs, les boîtes qui font de l'asset management, les boîtes qui font de l'assurance vie, tous ceux qui vont proposer des placements financiers ou toutes les grosses sociétés qui ont besoin de faire des placements, ils sont dans une époque où les emprunts d'État, ça rapporte que dalle, ça rapporte 1%, voire moins. C'est pas beaucoup. Vous vous plaignez de votre livret A, ben là c'est la même chose en fait. Les gens vont vouloir gagner plus d'argent que ce que rapportent les emprunts d'État. Donc ils sont prêts à prendre des produits un peu plus risqués et qui vont rapporter plus. Des prêts qui ont été titrisés, ça va rapporter du 3 à 4% par an. C'est pas mal du coup. Quand l'État t'en propose 0,5 ou 1%, ça rapporte entre 4 et 8 fois plus. Donc voilà, c'est quelque chose. Les investisseurs institutionnels vont être très friands de ce genre de produits-là. Et voilà, donc les banques ils vendent ces produits-là. Ils les gardent pas chez elles, ils les vendent. Et c'est des centaines de milliards de dollars qui sont replacés comme ça sur les marchés. Alors si on veut rentrer un peu plus, je vous ai dessiné des hamburgers pour vous montrer que les crédits après étaient vendus en tranches. Là, je vous expliquais un petit peu comment est constitué ce fameux burger. En fait, il est constitué de plusieurs tranches, qui vont des tranches qui sont les plus safe aux tranches les moins safe. C'est l'exemple que je vous donne sur la droite. En fait, les tranches en fait, je suis en train de faire du franglais, c'est pas bien du tout. Oui, C'est pas bien. C'est très franglais. Tant que tu fais pas du framponnet, ça va aller. Mais donc, ok. Donc le premier. Je vous prends l'exemple de la tranche A. Ce sont les crédits qui sont les plus safe, c'est sur lequel il y a le moins de risques. Je caricature en disant c'est par exemple Brandon qui est cardiologue à Los Angeles, qui a déjà 3 maisons, un bateau et son ULM, et qui se dit bon, ça fait chier de vendre des actions, je vais faire un petit crédit pour acheter la maison sur le bord de la plage. A priori, Brandon, on se dit, lui quoi qu'il advienne, on va pouvoir récupérer les thunes. Lui, c'est bon. De toute façon, s'il n'arrive pas à rembourser son crédit, il a 3 maisons à côté qu'on va pouvoir vendre. Cardiologue, il a quand même des sous de côté. Je peux vendre sa voiture. Il fera moins de poney pendant l'année. Je vais pouvoir récupérer mes sous. Après, si je prends la tranche G, ça va être un couple, par exemple, au hasard, une famille dont les 2 parents ont 2 jobs chacun dans l'industrie automobile à Détroit en 2008. C'est des gens qui sont beaucoup plus précaires. Là-dessus, on va leur faire payer beaucoup plus. Brandon, on va lui prêter à 2%. Notre couple, on va plutôt lui prêter à 5-6%. Mais du coup, ils rapportent beaucoup plus, mais ils sont plus risqués. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils peuvent tout perdre eux. Voilà. Et l'idée, donc quand les banques vont créer leur burger, quand vous créez les produits qu'ils vont placer sur les marchés financiers, c'est
de doser le risque des produits, en fait, de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de tranche A et un peu moins de tranche G pour vendre quelque chose qui va rapporter un peu moins, mais attendez, les gens à qui on a prêté, c'est quand même super safe, vous inquiétez pas, les gens vont rembourser, c'est bon. À côté de ça, il y a des gens il y a des acheteurs qui vont être un peu plus aventureux en disant ok, ben toi je vais te proposer du 5% et je vais augmenter la proportion de tranche G. Des Teddy et Cathy, je vais en mettre beaucoup plus parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. Et voilà, ton investisseur il est un peu plus aventuré, il va en acheter un peu plus comme ça. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, après c'est miraculeux ces produits-là à l'époque parce que ça rapporte beaucoup plus que le reste du marché. Ce qui fait que les entreprises américaines se battent pour les acheter, les entreprises européennes se battent aussi pour les acheter. Voilà. Et tout le monde en a dans ses comptes. Il n'y a pas de jaloux, tout le monde en a de quelques centaines de millions à plusieurs centaines de milliards dans ses comptes. Ces produits-là. Alors qu'est-ce que je raconte après? Voilà. Donc ça c'est, je reprends le raisonnement. On a fait une première partie, la banque décide de prêter des thunes. Elle a prêté ses thunes. Une fois qu'elle a prêté ses thunes, elle place les produits sur les marchés financiers. Une fois que la société, on va appeler ça la société A, elle a acheté les produits financiers, il y a deux choses à faire. Elle peut faire deux choses. La première, c'est qu'elle garde les produits dans ses comptes. Elle se dit, ben voilà, j'ai investi 1 milliard sur du crédit immobilier, ça me rapporte du 5% par an, je le garde tel quel. C'est pas très malin. Parce que si un jour les gens commencent à plus rembourser, ben tu perds 1 milliard. Donc la deuxième option, c'est ce que je vous décris dans le point 2, ça va être de passer par un produit qui s'appelle le Credit Default Swap, CDS pour les intimes. C'est pareil, si vous voulez péter en cocktail et tout ça, vous pouvez parler de CDS. L'idée en fait, c'est voilà, moi je suis un assureur français. Pour avoir un peu plus de rendement, j'ai acheté 1 milliard de crédits immobiliers aux États-Unis. Par contre, je vais me protéger et je vais prendre une assurance. Cette assurance me dit, aujourd'hui mon portefeuille vaut 1 milliard. Par contre, s'il vaut 900 millions, j'ai quelqu'un en face qui va me proposer, de me payer les pertes. Si ça descend en dessous de 900 millions, l'autre assureur qui va être en face va me payer le manque à gagner. Donc si mon produit il vaut 850 millions, l'assureur en face il va m'en payer 50. Si le produit n'en vaut plus que 500, il va m'en payer 400. Si le produit ne vaut plus rien, il me doit 900 millions. Mais c'est la bonne gestion de perte de famille, du coup, quand tu fais ça, parce que du coup, tu réduis ton exposition, tu réduis ton risque. Tu fais porter le risque sur quelqu'un d'autre derrière qui se dit « Ouais, non, mais c'est bon, je vais me couvrir, ça va aller. » Voilà. Donc pour vous et en échange, donc la banque quand elle a revendu son crédit immobilier, sur sa tranche de crédit immobilier sur les marchés à des institutions institutionnelles, elle a pris une toute petite portion du bénéfice, de la marge d'intérêt. Le mec qui va te vendre cette assurance, qui va te vendre l'assurance en disant bah, si ça se casse la gueule, moi je te refile des thunes. Lui aussi il prend une toute petite com. Mais pas grand chose, il prend une toute petite com. Et au final, voilà, bah, ça fait que tout le monde vit bien grassement sur ces produits-là. L'investisseur institutionnel parce qu'il gagne beaucoup plus d'intérêt, et puis toutes les personnes qui gravitent autour parce que chacun en pioche un petit bout. Pour vous donner, c'est pas un truc qui était exceptionnel. Hein. À l'époque, juste avant que ça pète, il y en avait pour 60 000 milliards de dollars en circulation. Donc c'est quelque chose qui est très courant. Voilà, c'est un produit de base, sur les marchés. Voilà, 60 000 milliards de dollars. Il y en avait, pour l'anecdote, 440 milliards chez AIG. AIG dont on va parler un peu plus tard en fait. AIG qui a été Lehman Brothers a pété. Dans les jours qu'on suivi, Lehman Brothers, AIG a pété aussi. Parce à cause de ça, parce qu'ils avaient 440 milliards d'exposition qui valaient plus rien du jour au lendemain. Ils devaient 440 milliards sur la place. Ça fait beaucoup de sous. Voilà. Alors, comment ça pète?
Comment ça pète? En fait, bah, ça pète pas comme ça en claquant des doigts, mais ça pète progressivement en fait. Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est mon couple d'Américains qui vivent à Détroit, l'industrie automobile. Bah, les ventes d'automobiles, il y en a un peu moins. Bah, ils ont plus de boulot à temps partiel. Enfin, ils ont pas de boulot à temps plein chacun. Bah, il y en a un deuxième boulot qui saute. Bah, ça fait moins de revenus. Ce qui fait qu'il y a plus de mal à rembourser son crédit immobilier. Et progressivement, bah, les gens vont... Décale-toi un peu plus par là. On voit, il manque une oreille. Merci. Donc voilà, ça commence que bah, y a un des deux emprunteurs qui perd un de ses deux jobs. Bah, ça va moins bien. Bah, du coup, ils vont commencer, ils vont demander un rallongement du crédit. Ils vont peut-être moins pouvoir payer. Voilà. Donc le souci, c'est que bah, ça commence à s'étaler un petit peu parce que bah, vu qu'ils ont ils ont plus de job, bah, ils font un peu moins de courses, ils vont acheter une voiture un peu moins belle, ils vont pas arroser le jardin, ils vont pas acheter une super console de la mort qui tue à leurs enfants, ils vont dépenser moins. Et progressivement, bah, du coup, les liquidités ont commencé à s'assécher un petit peu partout. Et Cathy et Teddy, ils sont pas tous les seuls en fait. Il y a plusieurs milliers d'autres personnes comme ça qui sont touchées et qui se retrouvent en fait être de moins en moins capables d'embourser leurs prêts. Alors au début ça va parce que c'est juste une toute petite tranche de ton crédit qui est moins remboursée, mais bah voilà, ça commence à sauter au fur et à mesure. Et le problème c'est que quand dans une ville tu as une personne qui est obligée de vendre sa maison parce qu'elle n'arrive pas à rembourser son crédit, mais c'est pas grave si c'est juste une maison. Il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va vouloir l'acheter. Par contre, quand tu es à Détroit et que ça vire des centaines, des milliers de personnes chaque mois, bah, du coup, tu te retrouves avec un parc immobilier qui ne vaut plus rien. Voilà, donc ton prêt que tu as vendu, là, les gens ne remboursent pas. Les gens remboursent pas, donc t'es pas très bien. Et le problème, c'est que tu vas pas pouvoir te refaire la noisette en revendant la maison parce que du coup, bah, à Détroit, tu as des milliers de maisons qui sont en vente. C'est mort. Ta maison, elle vaut plus rien. Ah bon, bah, mon crédit, la tranche de crédit que j'ai acheté qui valait 1 milliard, bah, elle en vaut plus que 800 millions. Donc là, tu as perdu quand même 20%, le 200 millions de dollars qui sont perdus, tu commences un petit peu à tousser normalement. Le problème, c'est que quand toi, tu es dans la merde, mais souviens-toi, tu as pris une assurance, ton assureur qui est en face, il t'a dit non, mais t'inquiète pas, si ça baisse en dessous tel prix, moi je te paie la différence. Donc non seulement ton crédit ne vaut plus rien, mais en plus, tu as un mec en face qui doit des thunes. Et comme ça se répand comme une traînée de poudre. À partir du moment où le mécanisme est enclenché, ça se répand comme une traînée de poudre et les gens perdent très vite, perdent beaucoup de pognon très vite. Très très vite. Pour vous donner une idée, AIG en 2008, ils ont perdu 99 milliards de dollars. Sans compter l'effet normalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça se sait. Ah oui, après c'est sauf qui peut. Hein. C'est vraiment sauf qui peut. Alors juste, je vous conseille, je remonte un peu plus loin dans la présentation. Je vous conseille ce film qui s'appelle Margin Call, qui justement parle en fait du début de la crise. C'est l'histoire d'un mec qui s'est viré un matin et qui dit à ses juniors bon, il y a un truc qui me paraît bizarre dans le modèle de risque. Et le junior, il est super balèze. En fait, dans la matinée, il a trouvé ce que son chef payait des millions de dollars par an. Il a trouvé ça en une matinée. Il trouve le truc que son chef n'a pas trouvé pendant des mois. Il se rend compte que le modèle d'évaluation sont pourris et que ça va pas, et il t'explique il te montre le cheminement dans la boîte, comment les gens prennent conscience du fait que c'est en train de péter et comment ils font pour se protéger. Donc en gros les mecs ils bazardent leur portefeuille en se disant bah, on perd du pognon beaucoup maintenant, mais après-demain ça vaudra encore rien, ça vaudra vraiment plus rien. Et le truc est vraiment très bon sur les mécanismes, sur la psychologie des gens, tout ça c'est vraiment pas mal fait. Un peu Hollywood, mais c'est vraiment pas mal fait pour ça. Donc je reviens sur ma présentation en disant voilà, c'est en train de péter au fur et à mesure. Donc AIG, ils ont perdu 99 milliards de dollars en 2008 et c'était 182 milliards de recapitalisation. Voilà. Pour l'anecdote en fait, comment ça s'est passé à AIG, donc il y a Lehman Brothers qui a pété, où là tout le monde a commencé à tousser en disant
oui, on avait quand même quelques, ils nous devaient des sous et puis on n'est pas très bien parce que là ça veut dire qu'ils vont rien récupérer un point, il n'y a rien au bout, hein. Donc ça commence à tousser assez sec et il y a une banque qui s'appelle Goldman Sachs où les mecs se disent ça sent quand même pas très bon, bon on va faire quelques calculs, donc les mecs ils bossent pendant le week-end, ils font tourner les moulinettes et puis lundi matin ils vont voir Barack Obama en lui disant écoute Barack, ton prochain problème c'est AIG. Parce que AIG a assuré les crédits immobiliers, hein. Ils ont assuré 440 milliards de crédits immobiliers, hein. Donc à partir du moment où ces crédits ne valent plus rien, ben, ils doivent 440 milliards qu'ils n'ont pas. Et AIG est un acteur systémique. Si AIG pète, Lehman Brothers, on n'est pas très bien, mais AIG, on est vraiment mal. On est vraiment mal. Donc là, les mecs de Goldman qui font tourner leurs calculettes pendant le week-end, donc ils dorment 3 heures, et puis ils font des beaux PowerPoint. Lundi matin, ils vont voir Barack Obama qui dit oh non, vous déconnez. Il regarde les chiffres, il fait ah. Et mercredi, il fait un chèque de 182 milliards de dollars pour sauver la boîte, quoi. Donc c'est pour vous donner un petit peu l'idée, hein. Et il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a Fannie Mae et Freddie Mac qui sont deux boîtes. C'était deux boîtes qui tournaient autour du crédit immobilier aux États-Unis. Ils avaient la moitié des crédits immobiliers en stock chez eux aux États-Unis. Pareil, il a fallu mettre 188 milliards de dollars à l'époque pour sauver la couenne. Voilà, donc ça pète très vite, très fort. Voilà, donc là-dessus. Pourquoi on les laisse pas crever? Parce que s'il y en a un qui pète, après tu fais tout péter derrière en fait. C'est ça le too va. big to fail, c'est des banques systémiques, tu peux pas. Tu peux absolument pas. Aujourd'hui, je vais caricaturer, si BNP pète en France, BNP c'est quoi? Ça va être 10-15 millions de clients. Ça veut dire que les particuliers ils perdent leur épargne jusqu'à hauteur de 100 millions d'euros, 100 000 euros. Tu as un fonds de garantie qui te garantit tes dépôts jusqu'à hauteur de 100 000 euros en France, dans une banque, mais si tu es un peu plus fortuné que ça, il te reste plus que 100 000 euros, et donc t'es pas très bien. C'est tous les professionnels qui se retrouvent avec les crédits qu'ils avaient et tout ça, qui sont pas bien, et pareil là aussi, tu as quelques millions de boîtes qui sont dedans. Tu peux pas, tu peux tout simplement pas. Ça touche au salaire et ça touche à l'argent que les gens ont en stock. Donc concrètement, monsieur, madame lambda, d'un coup, ils n'ont plus d'argent. Non, en fait, en France, il y a deux choses en fait. C'est aux États-Unis, de toute façon, ils ont plus de boulot. Donc ils ont plus de boulot, ils ont plus de pognon, ils ont perdu leur truc, ils sont dans la rue, c'est mort. Point. En France, si une banque pète, tu as une garantie de l'État à hauteur de 100 000 euros. Point. Pour des individus, pour des particuliers. Après, pour les pros, de mémoire, je sais pas s'il y a une garantie, mais de mémoire, il n'y en a pas. Vous me corrigerez si besoin dans les commentaires. Ce qui a été voté il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si c'est consécutif, et du coup, si je mange sur ta presse, mais qui est que l'État maintenant est autorisé à siphonner dans l'épargne. Ça, je sais pas, je suis pas au courant de ça. Il y a eu un truc, c'était du comment je crois que c'est du côté de Malte où ils étaient pas très bien. En fait, au Malte était l'État Malte ou Chypre. Je vais peut-être dire des bêtises. Aussi, hein, mais ça, c'est des défauts de paiement au niveau de l'État, c'est différent en fait. Mais les gens, par contre, l'État a dit hop, on prend l'argent chez vous dans vos comptes. L'Argentine, j'ai pas suivi, mais c'est à Chypre ou à Malte où effectivement ils ont dit on n'a pas de quoi payer, on va prendre dans les comptes. Et ça a un peu toussé parce que tu avais les Russes qui avaient fait un peu de déplacement sans rien déclarer au fisc, qui étaient un peu en train de faire la trésor pas propre là-bas et qui d'un jour au lendemain disent t'as plus de thunes. C'est un peu grogné là-bas. Effectivement, là, c'est le seul cas que j'ai en tête où ils ont été piochés dans les dépôts des particuliers. Mais pour moi, aujourd'hui, en fait, j'ai pas suivi l'histoire de la loi que tu mentionnes, je l'ai pas en tête. Je me prononcerai pas là-dessus. En fait, de là, ce qui s'est passé, parce que je connais très peu, parce que la finance c'est pas mon truc. C'est surtout parce que j'avais une collègue qui était en Argentine, et du jour au lendemain, les comptes ont été siphonnés. Ah oui, c'est pas impossible là-bas, effectivement. Ouais. Et donc, d'ailleurs, l'Argentine est un des pays, si je ne me gourre pas, qui a été le premier pays à se reposer entièrement sur la crypto-monnaie. Et c'est pas de la volonté de l'État, c'est la volonté des gens qui avaient besoin d'acheter leur pain le matin, l'équivalent pain en Argentine. Ok, mais je connais moins là-bas, ne se prononce pas. On ferme la parenthèse. En plus, là, moi, pour le coup, c'est vraiment
C'est pas mon secteur. Donc Après, ce que je vais faire là, il nous reste un gros quart d'heure. En fait, c'est maintenant les impacts qu'on peut avoir d'un point de vue réglementaire. Parce qu'une fois que tout ça a pété, en fait, il y a plusieurs choses qui apparaissent, plusieurs enseignements qui ressortent. La première, c'est de se dire, bon, cette crise-là, on l'a pas vu venir, ça serait bien que la prochaine, elle nous pète pas dans les doigts sans qu'on voit rien passer. La réglementation qui était en place n'a pas permis de se protéger. C'est pas terrible quand même. On s'est retrouvé avec des banques et des entreprises qui n'avaient plus de liquidité pour payer les salaires, pour payer les fournisseurs, et les gens ne se prêtaient plus rien sur les marchés. Donc il n'y avait plus assez de cash qui circulait. On s'est rendu compte que dans certaines banques, dans beaucoup de banques, les gens n'avaient pas la moindre idée du cash qu'ils avaient chez eux. Les banques étaient incapables de dire aujourd'hui j'ai tant d'euros sur mes comptes à telle heure. Incapable. Voilà, ils n'avaient pas cette information-là. Ou alors ils avaient l'information plusieurs jours plus tard à quelques milliards près. Donc impossible de piloter ta liquidité. Voilà. Des questions aussi, on s'est rendu compte qu'en termes de culture du risque, dans certains endroits, c'était pas terrible. Il fallait peut-être faire quelque chose. Comme tu viens de le mentionner, il y a peut-être besoin de protéger le contribuable. Ça serait bien effectivement que la prochaine fois, il souffre un peu moins de ce genre de choses-là. Donc là-dessus, les régulateurs se posent plusieurs questions. C'est bon, comment est-ce que je fais pour m'assurer que mes banques sont stables et qu'elles sont viables à long terme. Qu'est-ce que je vais leur demander comme indicateur, qu'est-ce que je vais leur demander comme qu'ils mettent en place d'un point de vue financier pour qu'ils se protègent. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait en termes de supervision. Peut-être que ça vaut le coup, par exemple du côté européen, on va y revenir après, mais de mettre en place une supervision qui soit plus carrée. J'ai ça. Faire attention aussi, en termes de on parlait de culture du risque, faire attention à cette culture du risque, faire attention à la gouvernance aussi, de façon à ce que les risques puissent avoir un peu plus voix au chapitre au sein des établissements bancaires. Comment est-ce que je fais pour, si ça pète à un endroit, comment je fais pour pas que ça pète partout, etc., etc., etc. Là-dessus, moi je vais regarder, je vais faire un focus sur 3 choses. Le premier qui s'appelle le MSU, qui n'est pas une maladie honteuse. Deuxième chose qui s'appelle BAL, et troisième chose qui s'appelle BCBS. Si on vient sur le MSU, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. Je vais parler d'abord du MSU. Le MSU, en fait, c'est le mécanisme de surveillance unique, qui est un mécanisme qui se fait au niveau européen. C'est-à-dire, avant la crise, les banques nationales surveillaient eux-mêmes les banques nationales. Donc, la BNP, Société Générale et compagnie étaient surveillées par la CPR, par la Banque de France et par la CPR. Et c'était bien, mais peut-être que on voulait pas pénaliser les champions français, les champions nationaux. Vous avez bon, ok, ton système d'information il est pas top, là tu as un problème et il faut pas que je te fous dans la merde. Donc on va être un peu plus gentil avec toi. Voilà, on va fermer les yeux. Bon, allez, tu corriges le truc et puis ça ira bien. Voilà, c'était peut-être pas assez carré. Deuxième chose, c'est que vu qu'au niveau européen, il y a quand même une très forte intégration du fait de la monnaie, c'est pas forcément super pertinent de surveiller pays par pays. Donc il a été décidé en fait de regarder, d'établir une liste des établissements qui sont systémiques au niveau européen, c'est-à-dire s'ils pètent, ça fout tout le monde dans la merde, et de les mettre sous une surveillance unique au niveau européen. Donc il y a 116 banques en Europe qui sont placées sous surveillance, dont 6 françaises. Au hasard, vous avez BNP, vous avez Société Générale, vous avez Caisse d'Épargne, vous avez Crédit Agricole, vous avez la Banque Postale et un autre que j'ai pas en tête, et que s'il y en a qui sont issus de cette banque-là qui nous regardent et qui vont peut-être bien, oui. Crédit Mutuel, c'est ici, effectivement, c'est pas impossible qu'ils soient surveillés aussi. Effectivement. Donc là-dessus, ces banques-là, elles sont plus sous surveillance du superviseur national, et pas sur surveillance européenne. Et ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas. C'est-à-dire que les 6 banques françaises, aujourd'hui, ils ont plusieurs dizaines d'auditeurs à demeure toute l'année. Et c'est des mecs qui vont regarder, qui vont auditer en continu.
qui vont auditer en continu. Un exercice, ça peut être un exercice d'audit classique, c'est par exemple comment est-ce que vous calculez cet indicateur, comment ça se passe la production d'un tel reporting comptable. Voilà, ça peut être un truc classique, ou il y a des exercices qui sont plus funky, qui s'appellent par exemple un fire drill, où ils disent bah, tiens, vous allez me prendre la case A4 du reporting B62 492 et vous allez me produire cette donnée de manière fraîche et vous allez m'expliquer comment vous la produisez. Et vous allez avoir 24 ou 48 heures pour la produire. Quand tu as un exercice comme ça, c'est chaud. C'est chaud parce que ça mobilise derrière, on n'est pas encore dans les systèmes où tu fais pouette sur un bouton et ça te calcule ton chiffre, ça te dit d'où ça vient et tout ça. Ça, c'est peut-être dans 10 ans. Peut-être. Oui, parce que c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. C'est vraiment très très compliqué. Et donc voilà, et le régulateur regarde si tu as sorti un chiffre juste et comment tu l'as sorti. Si le superviseur est plaisantin, eh ben il va s'asseoir dans la salle à côté de toi pendant que tu le produis pour voir comment tu le produis. Donc tous les tableaux Excel à la con que tu as fait pour cacher tous les raccourcis que tu as pris, les extractions malpropres et tout ça, lui le superviseur il s'attend à ce que tu fasses. En théorie, tu es censé faire pointe et avoir ton chiffre. Là, il va voir que tu es en train de faire des extractions, qu'elles sont pas toutes à la même date, que tu es obligé d'arrondir des chiffres, que tu es obligé d'en extrapoler d'autres. Et c'est pas bon. C'est franchement pas bon. Et le superviseur, après, il tape très fort sur les doigts. On a ça, et le superviseur, donc du coup, il va aussi faire un truc, c'est qu'il va faire plusieurs exercices. Et une fois qu'il a fait ces exercices, il va comparer les banques entre elles. En disant, ben voilà, au niveau européen, j'en ai qui sont vraiment très bons élèves, et puis j'en ai quelques-unes qui sont pas bien. Et à partir du moment où tu n'es pas bien, que le superviseur s'en est rendu compte, tu souffres. Tu souffres parce qu'ils ont des exigences qui sont très élevées. Ils vont te demander de corriger tes trucs très rapide. C'est des gros investissements que tu n'as pas forcément la capacité d'exécution, tu n'as pas forcément les gens pour le faire, tu n'as pas forcément le budget. Ça tape très vite, très fort. On va te demander de corriger et puis au passage, on va te mettre des pénalités. On va te coller une amende ou on va te... C'est les banques. Voilà. Et aujourd'hui, c'est les banques, c'est un très bon outil pour faire évoluer les banques en termes de gestion des risques, mais les banques les craignent quand même assez fortement. Voilà, ça rigole pas. Ça rigole pas. Et c'est un deuxième impact, j'allais dire, d'un point de vue fonctionnel, qui est que en fait, quand vous avez une équipe on va dire, juste pour rigoler, une équipe de 5 auditeurs, ça peut mobiliser derrière 50-60 personnes à temps plein. Parce qu'ils vont te demander des chiffres, vont te demander des données, ils vont te demander des process, tant de ressortir les trucs, de leur expliquer, ça te coûte des dizaines, des centaines, voire des milliers de jours derrière pour les produire. C'est un contrôle comme un contrôle Oui. fiscal, il faut tout justifier, y compris la facture qu'on n'a pas imprimée. Exactement. Voilà, au niveau des banques, au niveau national, c'est démultiplié. Mais voilà, ce que tout le monde peut savoir, c'est tu fais ta compta et tu as perdu la facture. C'est exactement ça. Elle n'est pas propre. Et là, c'est pas bon. J'ai été dans une vie précédente, du coup, j'ai travaillé dans une inspection générale. Et la technique, en fait, c'est quand on regarde les textes de loi, comment tu les as déclinés au niveau local, dans tes procédures, et après, comment tu fais tes calculs. Et systématiquement, il faut justifier. Ok, tu m'as sorti ce chiffre-là, il sort d'où, c'est quoi sa fraîcheur, c'est quoi sa base de données, comment il a été constitué. Ok, mais il a été validé par qui? Dans quelles instances, à quelle fréquence que vous le voyez. Voilà, donc ça prend tout de suite des proportions qui sont absolument monstrueuses et qui mobilisent quand même bien les acteurs locaux. Pas forcément non plus compréhensible par l'ensemble de la chaîne, les exécutants là-dessus. Ah non. Aujourd'hui, des gens qui sont en mesure de comprendre toutes les exigences sur BAL 3, toute la chaîne complète, ça n'existe pas sur le marché. Ça n'existe pas, point. Dans le détail, ça n'existe pas. Après, tu as des personnes qui vont être assez pointues, qui vont vraiment pas être cons et qui vont être capables de comprendre les calculs, qui ont une idée assez précise des calculs par ici par là, mais ils sont incapables de tout expliquer. Typiquement, là, il y a l'EBA qui demande des nouveaux tableaux de reporting dans les annexes, dans des annexes financières.
il n'y a pas beaucoup de monde qui les maîtrise sur la place, quoi. Il y a quelques dizaines de personnes en France qui les maîtrisent, pas plus, quoi. Donc c'est des métiers qui sont extrêmement techniques, hein. Ça rigole absolument pas là-dessus. Voilà, donc ça c'est la partie MSU, et du coup ça nous fait déborder sur la partie BAL. BAL, en fait, l'idée c'est de recadrer, c'est de reverrouiller l'encadrement des banques au travers de ce qu'on appelle 3 piliers. Un premier pilier 1 qui s'appelle les exigences de fonds propres. Alors les plus vieux parmi vous ont entendu parler d'un ratio qui s'appelle le ratio Cook, où on disait en fait il faut que tu aies 8% de fonds propres par rapport aux fonds que tu vas prêter à tes banques. C'est-à-dire que il faut que tu aies, voilà, si tu prêtes 100 millions d'euros à une entreprise, il faut que tu aies 8 millions d'euros dans tes fonds propres, dans tes capitaux pour pouvoir prêter ça. C'est un outil qui est très basique. Là, aujourd'hui, on est passé par un truc un peu plus coton qui s'appelle le ratio de solvabilité, où on parle de ratio de fonds propres prudentiels, de modèles internes, de modèles standards, de RWA. Et pareil là-dessus, c'est super technique et c'est des dizaines de personnes qui travaillent dessus. Pour vous donner une idée, en fait, sur le ratio de solvabilité, pour le calculer, le superviseur demande 5 ans d'historique de données de bonne qualité avant de pouvoir mettre en place des modèles internes pour calculer ces risques. C'est super chaud. C'est super exigeant, c'est super chaud. Deuxième chose, qui est le pilier 2, qui va venir un petit peu insister sur les échanges entre le régulateur et la banque. Là-dessus, avant c'était pas très bien structuré. Là-dessus, il y a un coup de vis, assez sérieux qui est mis. Troisième point, qui est la partie transparence financière, où progressivement on demande aux gens à ce que les gens dans leur rapport financier aient les mêmes données qui se calculent de la même façon, de façon à ce qu'on puisse comparer les banques entre elles, parce que sinon après c'est trop facile d'embrouiller les cartes. Voilà. Là-dessus, pour rigoler un coup, il y a des indicateurs qui sont mis en place, le LCR et le NSFR, qui sont des indicateurs sur la liquidité. LCR, c'est la liquidité à court terme, c'est-à-dire dans un mois, combien est-ce que tu as de thunes en temps normal, dans un mois, combien est-ce que tu vas gérer, savoir combien il te reste de liquidité, combien il te reste à un mois, à un an. C'est ces deux indicateurs-là. Et c'est pareil, c'est des trucs qui sont super. Les formules sont faciles, mais après, il y a la modélisation derrière qui est un peu trapue. Voilà, MSU. Après, on va parler d'un dernier point qui s'appelle BCBS. BCBS 239. En fait, c'est toute une série de principes qui ont été dictés par le comité de Bâle. C'est le BC, le comité de Bâle. Voilà, pour la qualité des données. Tout à l'heure, je te disais que les banques n'étaient pas pendant la crise, ils avaient l'information sur leur liquidité, plusieurs jours de retard, plus ou moins quelques milliards. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter ça, en fait, de faire en sorte que les données soient bonnes. Je vais caricaturer, mais c'est s'assurer que les âges des personnes soient les bons, que les informations sur leur crédit soient les bonnes. Un crédit immobilier, ça peut être jusqu'à plus de 100 informations sur un crédit immobilier. C'est-à-dire, tu as nom, prénom, tu as les échéances, tu as ton taux d'intérêt, tu as les rattachements comptables derrière. C'est plusieurs. Pour cette donnée-là, tu as plus de 100 champs derrière qui viennent la définir. Il faut que tout ça soit précis, parce que sinon, après, ça fout le bordel dans tout est repentir réglementaire. Donc voilà, BCBS 239 est là pour redresser tout ça. Il y a 4 grands principes. Un premier principe de gouvernance. Donc c'est une partie un petit peu soft où en fait tu dis il faut mettre en place une gouvernance autour de tes données, qu'elle soit pilotée, que ça rentre dans les mœurs au quotidien dans tes projets. C'est-à-dire que que tous tes projets ils fassent attention à leurs données. Voilà, ça c'est un premier truc. Capacité d'agrégation et des données de risque. Après, c'est tous les calculs que tu vas faire. En fait, c'est comment une fois que Rudolf il a fait son crédit immobilier, il faut que ça passe dans les systèmes centraux, que ce soit agrégé pour qu'il y ait tous les calculs qui se fait derrière. S'assurer que ce soit agrégé comme il faut.
Donc ce agrégé est calculé comme il faut. Pareil, là aussi on rigole, c'est des milliards d'investissements dans les banques et c'est des centaines de milliers de jours pour faire ça. Voilà, pratique notification des risques, je suis un peu moins à l'aise dessus. Alors je passe à la page suivante, c'est donc on parle de principe d'exactitude, s'assurer de la cohérence des données de reporting avec les données de SI. Ah, donc c'est les fameux rapprochements. En fait, c'est une fois que tu as calculé, tes reporting, ben, tu refais tes calculs à côté pour t'assurer que tes calculs entre ton SI et tes reporting soient bons. Pareil, c'est chaud. C'est Ça chaud. modifié en profondeur parce que, en fait, grosso modo, en résumant, de ce que j'en ai compris, avant c'était un petit peu à la YOLO, donc c'était voilà, c'était bon, on fait notre petit business quoi, tranquillement. Et puis après la crise, donc il y a des autorités régulatrices qui sont mises en place où là, il faut justifier absolument de tout, c'est-à-dire ils vont chercher leur pain, ok d'accord, mais ils reviennent avec le ticket de caisse et puis justifient pourquoi ils ont choisi ça. Et c'est quoi ton processus de décision pour aller acheter du pain? Et ton pain, il est fait avec quelle farine? Il est cuit comment? C'est quoi sa recette? Et tu vas faire quoi de ton pain derrière? Voilà, on te demande tout. On demande tout, on demande de tout justifier. Et effectivement, c'est une transformation. Par exemple, aujourd'hui, il y a un poste qui s'appelle CDO, Chief Data Officer. Il y a 5-6 ans, on n'en entendait pas parler, hein. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de personnes dans les établissements. Voilà, c'est des postes nouveaux qui sont en train de se créer sur la qualité de la donnée. Et ça change profondément la vie. Où aujourd'hui, en fait, une banque qui va bien faire les choses, en fait, quand elle fait un projet informatique, elle va réfléchir en termes d'architecture en se disant ok, il va vous falloir telle donnée, mais la donnée, il faut qu'elle soit bonne. On va s'intéresser à ce qu'on appelle une golden source, c'est-à-dire il y a un endroit où la donnée est censée être unique et on sait que c'est la bonne, qu'elle est voilà, que c'est la bonne donnée de base. Rien que pour la trouver, c'est pareil, c'est un casse-tête sans nom, hein. Et des données, en fait, c'est des centaines, c'est des milliers de données, hein. Donc pour donner un petit peu une idée. Et voilà. Donc en théorie, il faut que tu sois capable de dire il faut qu'on aille chercher telle donnée à tel endroit. Il faut que nos traitements soient faits qu'ils soient faits de manière propre. C'est-à-dire que en théorie, j'ai qu'un seul extracteur qui soit agrégé à un seul endroit, que les calculs soient faits ailleurs, que ce soit stocké à un endroit spécifique et que ça serve juste ce truc de stockage, ça serve juste à faire du stockage pour après produire tes reporting, mais qu'il n'y a pas d'autres calculs qui soient passés derrière. Voilà, ça te demande de repenser vraiment toute ta chaîne. Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que les banques ont un héritage, c'est qu'elles font pas du SI depuis 2000, hein, elles en font depuis les années 70-2000, et que tu as des couches de logiciels qui sont accumulées, et il faut faire évoluer tout ça. Les informaticiens vont tout à fait voir ce que je veux dire, mais pour les profanes, un gros système d'information informatique, tu le remplaces pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Et si t'en mets un nouveau à la place, ça coûte la peau du cul, va y avoir des conneries dedans. Voilà, il s'est pas dit que même si tu mets un milliard sur la table, c'est pas sûr que le nouveau il marche mieux que l'ancien, hein. Changer le parc informatique, que ce soit logiciel ou matériel dans une entreprise, c'est extrêmement complexe. Ah oui. On retombe dans les mêmes problématiques que ce dont tu as parlé. Là, du coup, on va parler de la personne même qui ne sait pas faire fonctionner le truc, de ah mince, on ne peut pas charger l'OS parce que l'ordi est trop vieux, etc. C'est exactement ça, quoi. Donc il y a tout cet héritage, ce legacy que les banques doivent traîner, et c'est des projets qui durent des années pour transformer un entrepôt, créer et transformer un entrepôt de données. Tu peux en avoir pour 10 ans facile. Est-ce que ça a changé la vie? Je crois qu'il va falloir qu'on arrête. Est-ce que ça a changé la vie des gens, comme nous, comme toi, comme moi, au quotidien?
Alors, tu le vois pas tu le vois pas comme ça en fait. Je pense que ton quotidien, il va être plus impacté par exemple par un truc qui s'appelle la DSP2, qui est une directive sur les paiements et qui permet le bourgeonnement, la naissance de plein d'entreprises sur la partie paiement, les fintech et tout ça. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est quand même beaucoup plus immédiat. Après, ça a d'un point de vue métier, dans la banque, les RW ont un impact qui est quand même assez fort. Avant, j'ai caricaturé, encore une fois, le but c'est de faire passer un message. Mais ton banquier d'affaires qui voulait faire un crédit, bah, il disait ouais c'est bon, il calculait un truc comme ça sur un fond sur un coin de table et puis il s'en foutait, on allait prêter quoi qu'il advienne et il était content parce qu'il avait vendu du crédit, il prenait sa marge. Aujourd'hui, on lui dit ben non, parce que ben, il faut que tu me calcules tes RWA, il faut que tu montes un dossier qui soit bien trapu pour aller le présenter à ton N+1, qui va aller le présenter au directeur des risques de ta branche, qui, si besoin, va aller l'escalader au niveau national. Voilà, ça change clairement les modes de fonctionnement des boîtes. Très 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 clairement là-dessus, c'est plus la même vie quoi. Ok. Bon, je crois qu'il faut qu'on Il va falloir qu'on leave the floor. Ok, voilà, donc après, si une prochaine fois vous êtes gourmand, on peut se faire un zoom plus particulier sur la partie BCBS 239, sur BAL aussi, il y a plein de choses à raconter, on peut raconter des trucs sur la gestion de la liquidité, etc. etc. Oui, puis on peut aussi travailler sur la partie conseil. Par exemple. Hein, comment voilà. Effectivement, oh, c'est pas bien, j'ai montré mon travion. La partie, effectivement, on pourrait parler du conseil, effectivement, du métier de consultant, ça peut être marrant à faire une fois. Tout à fait. Ok, Voilà. on va laisser la place, je crois qu'ils sont plusieurs là maintenant. Ils sont pas loin. Merci. Ok, à tout à l'heure.